Bonsoir chers téléspectateurs, voici les titres de l'actualité de ce 23 septembre 2019. Une quarantaine d'universités américaines étaient présentes ce samedi à Abidjan à l'occasion de la deuxième édition de la Foire des universités américaines. L'événement a rassemblé de nombreux participants de tous les secteurs de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. La précision en début de ce journal. L'étranglement continue pour l'économie béninoise plus d'un mois après la fermeture de la frontière avec le Nigeria. Pour non-respect des règles douanières, la situation devient insupportable pour les acteurs économiques, en particulier ceux du monde rural, qui souffrent énormément du non-écoulement de leur production. Pour notre dossier entrepreneurial, nous irons au marché de Kaolin à Adjamé, dans le centre d'Abidjan, à la rencontre des vendeurs de tissus. L'activité est en forte progression ces dernières semaines à la faveur de la rentrée des classes. L'élément vous sera proposé en fin d'édition. La seconde édition de la Foire des universités américaines se déroulait ce samedi 21 septembre à l'espace Krae Umoa dans la commune du Plateau à Abidjan. Ce sont une quarantaine d'universités américaines qui ont pris part à l'événement qui a vu la participation de milliers d'étudiants et de nombreux bacheliers. Le résumé dans cette journée dans ce reportage. Pour le public ivoirien, c'était l'occasion rêvée de scruter les opportunités d'études en Amérique. Ce samedi 21 septembre, l'espace Krae Umoa du quartier du Plateau à Abidjan abritait la deuxième édition de la Foire des universités américaines qui a vu la participation d'une quarantaine de structures universitaires américaines venues à la rencontre du public estudiantin ivoirien. Dans les stands, de nombreux étudiants et élèves, souvent accompagnés de leurs parents, qui se bousculaient pour s'imprégner des opportunités d'études aux États-Unis, une destination privilégiée pour la formation professionnelle. Je m'appelle Lorignon Aziz, je suis venu ici pour trouver une université après le bac, pour fréquenter aux États-Unis si c'était possible. Et l'organisation ici était vraiment parfaite. Tous les stands étaient bien organisés, ils nous ont bien accueillis. Et Là, la mademoiselle Yapi, bon, je suis venue par rapport au Salon international des écoles américaines. Et voilà. En tout cas, la première chose que je remarque ici, c'est que lorsqu'on arrive, d'abord les universités demandent d'abord une base en anglais, c'est-à-dire passer le test du TOEFL. Voilà, au moins la base. Ensuite, bon, il y a beaucoup la promotion de, comment on appelle, du master, en fait. Et pour notre pays, les gars parlent beaucoup de communication. Alors, une autre remarque aussi, c'est concernant vraiment les prix. Alors, il faut dire que les prix ne sont vraiment pas d'ordre social. Voilà, ils donnent des prix vraiment qui n'est pas donné à n'importe qui. En fait, il faut avoir au moins une famille aisée. Donc, du coup, il va falloir beaucoup privilégier les bourses aussi, nos écoles. Voilà, donc c'est ce que je peux vraiment préconiser. Pour donner au moins la chance à quelques-uns, surtout ceux qui ont un bon niveau à l'école, mais qui n'ont pas forcément les parents avec beaucoup de moyens de pouvoir fréquenter ces universités-là. Alors, bonsoir, je suis Rosine Aboké. Alors, je suis là avec ma fille qui est en seconde. Bon, là, c'est une opportunité pour les élèves, je pense, qui souhaiteraient continuer les études aux États-Unis, de venir s'informer de ce que les unités peuvent offrir comme débouchés. Donc, on a fait un peu le tour. Il y a les différentes filières, ceux qui veulent faire l'art, ceux qui veulent faire tout ce qui est finance, marketing. Bon, voilà, tout. Et donc, on se rassure aussi de savoir s'il y a des bourses qui sont octroyées, c'est important parce que c'est des universités qui coûtent cher. Et donc je pense que c'était intéressant d'être là, c'était bien d'avoir toutes ces informations, ça nous permet de nous projeter. Les opportunités existent. Quand bien même le coût des études paraissent globalement élevé par rapport aux capacités financières des populations locales, des mécanismes sont élaborés par les établissements américains pour faciliter l'insertion des jeunes Ivoiriens et Africains de sorte à homogénéiser au mieux les conditions de développement dans une perspective de croissance inclusive de l'économie mondiale, en misant sur la formation des élites africaines pour transformer la structuration des économies locales sur le modèle de la réussite américaine. Je m'appelle Sarah, je travaille dans la section consulaire à l'ambassade des États-Unis. Donc c'est la section où les étudiants vont pour demander le visa d'étudiant.
Vraiment, le processus commence avec les universités américaines. Il faut déjà d'être admis à quelques universités pour avoir un bon plan pour les études. Cette rencontre représente un enjeu réel pour le renforcement des relations ivoiro-américaines, comme le reconnaît Hélène Peterson. Je suis Hélène Peterson, je suis l'attachée culturelle à l'ambassade américaine ici à Abidjan pour la Côte d'Ivoire. Je suis très heureuse d'être ici et de vous parler de notre exposition d'éducation USA. Nous avons presque 40 universités aujourd'hui, peut-être c'est 36, 38. Qui représente une gamme d'universités américaines. Vous savez peut-être que nous avons plus de 4500 universités aux États-Unis, de très petites à très grandes. Il y a quelque chose pour tout le monde. C'est ce que nous avons aujourd'hui, c'est pour cimenter un peu les relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Nous trouvons que les étudiants et les élèves ivoiriens ont une très forte performance aux États-Unis quand ils vont, ce qui montre la motivation que vous apportez à votre éducation et l'emphase que nous mettons toutes les deux nationalités, et américaines et ivoiriennes, sur l'éducation et la jeunesse. En intensifiant ces initiatives dans le sens du rapprochement, les structures de formation universitaire peuvent servir de levier à l'atteinte des objectifs de développement en replaçant la jeunesse au cœur du... Retour sur la réunion annuelle de la Direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan 1 en Côte d'Ivoire qui s'est déroulée le 18 septembre dernier au lycée Sainte-Marie de Cocody. Entre autres informations livrées aux acteurs du secteur éducatif de la région, l'interdiction de vente de fascicules décidée par le ministère de tutelle. Le point dans ce reportage. Désormais, il ne sera plus autorisé de commercialiser des fascicules dans les établissements scolaires du cycle secondaire en Côte d'Ivoire. Suite à la rencontre annuelle de la rentrée scolaire animée le 11 septembre dernier par la ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Kandia Camara, dans la localité de Grand Bassam, plusieurs mesures ont été arrêtées dans le sens de la réforme du système éducatif ivoirien. Entre autres, l'interdiction de la vente de fascicules dans les établissements du secondaire, une information cruciale que les responsables en charge de l'éducation dans la direction régionale d'Abidjan 1 ont portée à la connaissance des enseignants ce mercredi 18 septembre lors de la réunion annuelle de la DREN d'Abidjan 1 qui s'est déroulée au lycée Sainte-Marie de Cocody. Dans le discours de Madame le ministre, c'est l'interdiction de vente des fascicules aux élèves. Cette année, les équipes seront montées et seront dans vos établissements pour en vérifier l'application. Une innovation qui va sans doute créer une rupture dans les méthodes d'encadrement des élèves dont les conditions d'apprentissage ont généralement été renforcées ces dernières décennies par l'introduction de fascicules élaborés par les enseignants au regard des lacunes observées chez les apprenants. 37 130 bacheliers de la session 2019 au Sénégal seront tous orientés dans les universités publiques. C'est la décision prise à l'issue de la réunion de coordination entre le ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Anne, et les recteurs. Cette rencontre, qui était élargie à l'ensemble des responsables d'établissements publics, visait à prendre les dispositions et mesures nécessaires à une bonne rentrée académique 2019-2020. À ce jour, plus de 52 000 bacheliers ont déjà validé leur inscription sur la plateforme d'inscription en ligne Campiosen. Direction le Burkina Faso où les collectivités locales entreront incessamment en possession des ressources du fonds minier destiné au développement local d'ici à la fin de ce mois de septembre. Plus de 11 milliards de francs CFA seront donc réservés aux municipalités pour la mise en œuvre de leur programme de transformation économique. Plus de précisions avec EcoTV. Les collectivités locales entreront en possession des ressources du fonds minier destiné au développement local courant ce mois de septembre 2019. C'est ce qu'a annoncé le ministre en charge de l'industrie Aruna Kabouré au sorti de la deuxième session de l'année 2019 du cadre de concertation et d'orientation
pour le dialogue État-secteur privé. Une décision qui fait suite aux nombreuses interpellations des maires des communes abritant les sociétés minières, exigeant du gouvernement le paiement du fonds minier de développement local. Il faut noter que depuis l'adoption du code minier en 2015, les communes n'ont toujours pas encore reçu leurs fonds, des fonds qui sont destinés à financer les plans de développement communaux et régionaux. Quand vous prenez le fonds minier, l'ensemble des textes ont été pris aujourd'hui et un travail est en train d'être fait pour que courant ce mois-là, les mairies puissent donc rentrer, je l'ai dit, en possession donc de leurs droits au niveau donc du fonds minier, et le ministère des Finances en tout cas travaille donc là-dessus. Selon le directeur exécutif de la Chambre des mines du Burkina, le point de la situation des ressources recouvrées par projet minier et auprès de l'État au titre de l'année 2017 et 2018 fait ressortir un montant total de 11 760 841 606 francs CFA. Le 20% des redevances liées à la valeur des produits extraits ou vendus versés par l'État s'élève à 10 152 573 000 francs CFA. Pour la répartition, la contribution des sociétés minières est divisée en deux. Une partie est distribuée à toutes les communes qui sont directement impactées par les projets miniers. La moitié restante du montant de la contribution des sociétés minières ajoutée à la contribution de l'État est encore divisée en deux parties et repartie. Le fonds minier a connu un début d'opérationnalisation. Il faut dire que les sociétés minières regroupées au sein de la Chambre des mines avaient entamé des discussions avec le ministère des Mines pour arriver à un accord de contribution au fonds minier. Nous sommes arrivés à cet accord et cela sera matérialisé par un protocole. Et le protocole est en ce moment au niveau du ministère des Mines. Lorsqu'il sera finalisé, les sociétés minières vont signer et commencer à contribuer. Mais en attendant, elles avaient payé des avances sur le fonds. Et ces avances plus la part de l'État ont été réparties sur l'ensemble des communes minières du Burkina, sur l'ensemble des communes, des autres communes du Burkina, et également les régions, parce que le fonds c'est à la limite un fonds de solidarité qui est partagé à toutes les communes, même celles qui n'ont pas de mines. Donc cette répartition a été faite. Il reste maintenant aux communes à ouvrir un compte au niveau du Trésor pour qu'on puisse virer leur part et commencer leurs activités. En 2018, les retombées du secteur minier au plan économique s'élèvent à 1540 milliards de francs CFA de recettes d'exportation et une contribution de 11,4% au PIB. Aux recettes budgétaires, elles contribuent à hauteur de 266 milliards de francs CFA. Au Niger, le gouvernement vient d'adopter le budget prévisionnel pour l'année 2020. Ce budget est estimé à 2236 milliards de francs CFA, qui enregistre une hausse de 3,6% par rapport à celui de cette année, s'appuie notamment sur les prévisions de croissance qui devraient grimper à 6,5% l'an prochain. Cette loi de finances reste à être adoptée par le Parlement, prend en compte les orientations du programme de la Renaissance et les priorités et choix stratégiques définis par le gouvernement, notamment dans le plan de développement économique et social, PDS 2017-2021, et le programme économique et financier, PEF 2017-2020, conclu avec le Fonds monétaire international. Comment réduire le taux de sous-emploi dans la région d'Afrique subsaharienne? La question préoccupe la Banque africaine de développement qui interpelle les États africains sur les efforts à fournir pour améliorer le taux de création d'emplois. L'on estime entre 60 et 70% le taux de population non salariée en Afrique, la plupart exerçant dans des emplois précaires. Pour la BAD, il s'agira notamment de lever les obstacles liés au financement des initiatives économiques. Le point dans ce reportage. En Afrique subsaharienne, 70 à 90% de la population active exerce dans des emplois non salariés. Or, selon la Banque africaine de développement, le continent devra générer entre 12 et 15 millions d'emplois chaque année. Ce taux de sous-emploi très élevé pousse l'institution financière à tirer la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, la question donc du sous-emploi sonne comme un défi majeur pour nos États, en ce sens que chaque dirigeant africain, chaque politique doit intégrer les données, le volet création d'emplois et surtout
le volet transfert de compétences avec les partenariats que nous signons donc avec l'Europe, l'Asie et les États-Unis. La question de l'emploi pose en effet un réel problème social et économique en Afrique. Bien que souvent diplômés, les jeunes ont souvent du mal à trouver un emploi. L'entrepreneuriat reste alors une voie de sortie pour nombre d'entre eux. L'alternative ici déjà, c'est de mettre définitivement un thème au système bancaire classique. Le système bancaire classique voudrait donc que le jeune puisse donc fournir des garanties. Il reviendra aux États de jouer donc le rôle de garant devant donc des banques, de jouer donc le rôle d'intermédiaire en offrant donc des garanties à ces banques-là afin que véritablement on puisse assister donc au financement des start-up, des petites et moyennes entreprises et même des méso-entreprises. La stagnation de l'emploi a retardé la réduction de la pauvreté. Bien que la part des pauvres en Afrique soit passée de 56% de la population en 1990 à 43% en 2012, le nombre de personnes pauvres reste élevé selon plusieurs études. La situation devient véritablement pénible pour l'économie béninoise. Un mois après la décision du gouvernement nigérian de faire fermer ses frontières avec son voisin francophone, les denrées alimentaires peinent à s'écouler. Les importations ont lourdement chuté. Et les choses ne devraient pas s'arranger avant que les autorités béninoises ne cèdent aux injonctions d'Abuja de renforcer les contrôles aux frontières pour réduire l'ampleur de la contrebande. Les précisions dans ce reportage. Des champs de tomates abandonnés à leur propre sort, symbole d'une économie à la peine. Les agriculteurs béninois appellent au lourd tribut de la décision du Nigeria de fermer ses frontières avec le Bénin et le Niger. Dans ce champ, des dizaines de paniers de tomates pourrissent depuis des semaines. Une catastrophe pour les autorités de Cotonou, encore plus pour les producteurs. Ces tomates sont en train de pourrir dans le champ. Parce que la frontière est fermée et nos clients ont arrêté de venir les acheter. Tout pourri dans le champ, ce qui signifie que nous sommes coincés dans des dettes. Le Nigeria a annoncé sa décision de fermer ses frontières le 19 août. Abuja accuse ses voisins de mal gérer leurs douanes. Poulets surgelés, riz, tissus, mais aussi des voitures, arrivent au port de Cotonou taxés au Bénin, avant d'être acheminés, souvent illégalement chez le voisin nigérian. De l'autre côté, le Bénin importe toujours en contrebande du carburant pourtant subventionné au Nigeria. La fermeture des frontières est aussi dure à encaisser pour les trafiquants. C'est si difficile avec la fermeture de la frontière. Les trafiquants vont dans la brousse avec 2 bidons à chaque fois qu'ils traversent. Malgré les plaintes du tissu économique béninois, le contrôleur général des douanes du Nigeria a récemment annoncé que les frontières resteront fermées jusqu'à ce que le Bénin et le Niger contrôlent ce qui passe par leurs frontières et se conforment aux lois. Renforcer la contribution des énergies renouvelables dans le développement du secteur énergétique en Afrique. C'est ce défi que de nombreux pays africains tentent de relever depuis quelques années. Il s'agit notamment pour les États d'accroître le taux de couverture et de réduire les coûts au profit des populations. Focus sur les chiffres du secteur avec la rédaction d'Africa 24. Les tendances mondiales des investissements dans les énergies renouvelables révèlent que la période de 2010 à 2019 a permis un accroissement de la capacité énergétique passant de 414 à 1650 gigawatts. L'on estime que cette tendance pourrait se chiffrer à environ 2600 milliards de dollars, l'énergie solaire représentant la moitié des fonds avec 638 gigawatts, le charbon avec 529 gigawatts, l'énergie éolienne et électrique puis le gaz, respectivement chiffrés à 487 gigawatts et 438 gigawatts. Quelle est la part de nos États en matière de contribution au développement des énergies renouvelables? L'Afrique dispose effectivement des ressources. Il faut toujours investir, c'est le point de départ. Mais pour investir, il faut avoir des moyens pour ce faire. Il faut que nos budgets puissent être conséquents. La plupart des pays africains ont des programmes avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le Fonds monétaire international nous impose des politiques
de précarité financière. Certains pays, notamment le Maroc avec 332,1 milliards de dollars investis dans le solaire, le Kenya pour la géothermie, premier producteur en Afrique et 9e au plan mondial, ou l'Éthiopie pour les barrages, ont contribué à l'essor du secteur. Nous n'avons pas beaucoup de regard sur ce que la nature nous a donné pour que nous puissions nous concentrer suffisamment sur la question et inventer nos propres solutions à nous. Les États ne sont pas encore en mesure de dégager des ressources budgétaires suffisantes pour investir dans le domaine de l'énergie renouvelable. La Chine était à l'origine de 40% des investissements directs à l'étranger en direction de l'Afrique subsaharienne. Les investissements dans les capacités des énergies renouvelables ont été plus que jamais dispersés dans le monde avec 29 pays contributeurs. Les initiatives se multiplient en faveur de l'accélération du processus de transition écologique en Afrique. Le Fonds vert pour le climat, l'Agence internationale de l'énergie renouvelable et deux autres partenaires stratégiques viennent de mettre sur pied une plateforme commune pour soutenir le financement des programmes destinés à la transition énergétique sur le continent. La Climate Investment Platform ambitionne donc de catalyser les investissements dans le secteur climatique afin de s'orienter vers les opérateurs économiques impliqués dans le processus. Avec le taux de chômage le plus faible de la Méditerranée, Israël donne l'image de miracle économique. Mais cette croissance cache son côté sombre, comme dans les villes périphériques et les quartiers pauvres de Tel Aviv, où la cherté de la vie fait des ravages. Avec un taux de chômage de 3,7%, en Israël, il y a ces personnes qu'on appelle les oubliés du miracle économique. Voici un reportage signé France 24. Tel Aviv, ses gratte-ciel et ses incubateurs, ville emblématique de la Startup Nation. Terre promise pour la tech, Israël n'est pas une oasis pour tout le monde. Cette femme n'arrive plus à s'en sortir, elle doit se rendre régulièrement dans cette soupe populaire de Tel Aviv, déçue par les promesses de campagne. Si le miracle économique israélien est bien là, avec un taux de chômage de 3,7%, le plus faible en Méditerranée, l'égalité sociale, elle, laisse à désirer. 1,8 million d'Israéliens, soit 1/5 de la population, vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Parmi les oubliés de la croissance, beaucoup de travailleurs pauvres. La précarité touche particulièrement les communautés arabes et juives orthodoxes, à la démographie grandissante. Un fléau largement éclipsé dans le débat par les questions sécuritaires et religieuses de la jeune démocratie. Voyons à présent ce que la population ivoirienne sait du CAMES. Qu'est-ce que c'est que le CAMES? Quels sont les rôles? Quel est son rôle dans la gestion du monde universitaire en Afrique francophone? On y va pour le micro-trottoir. Pour moi, le CAMES est une structure qui est chargée de valider certains diplômes au niveau des écoles, afin de pouvoir permettre aux étudiants qui sont en Afrique de pouvoir aller étudier à l'étranger avec leurs diplômes obtenus dans leurs établissements, dans leur pays d'origine. À ce que je sache, le CAMES c'est un groupe d'intellectuels qui authentifie en fait les diplômes au niveau du supérieur. Donc c'est ça le CAMES. Voilà, c'est des professeurs qui ont atteint tous les hauts degrés. Voilà, et qui authentifie les diplômes que les doctorants présentent. C'est eux qui les testent et puis bon, qui confirment effectivement que leur diplôme est valable. Bon, pour moi, le CAMES, selon moi, c'est une organisation internationale qui atteste la crédibilité des écoles. Le CAMES, c'est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. De l'enseignement supérieur, et qui sert à donner vraiment la qualification, ou bien donner, ma foi, reconnaître la crédibilité même du diplôme d'enseignement supérieur. Voilà. Et s'attache aussi à donner, à pouvoir évaluer les enseignants du supérieur, pour pouvoir leur décerner des grades supérieurs dans l'enseignement supérieur, évidemment.
Découvrons en quelques minutes les contours de cette institution dans le doc présenté par la rédaction. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES est une institution africaine. Depuis sa création, plusieurs missions ont été assignées au CAMES, entre autres, assurer la promotion et favoriser la compréhension et la solidarité entre les États membres, instaurer une coopération culturelle et scientifique permanente entre les États membres, collecter et diffuser tout document universitaire ou de recherche, préparer les projets de convention entre les États concernés dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche et contribuer à l'application de ces conventions. Coordonner les systèmes d'enseignement supérieur et de la recherche afin d'harmoniser les programmes et les niveaux de recrutement dans les différents établissements des pays membres. En 2011, au thème de la 28e session du CAMES, le professeur Bertrand Mbachia était élu secrétaire général en remplaçant du professeur Mamadou Moustapha Sall. Dans les titres, on vous propose de suivre ce dossier entrepreneuriat sur la commercialisation des tissus au marché du Kaolé à Abidjan. Nos reporters sont allés à la rencontre de quelques gérants de magasins qui se sont montrés particulièrement ouverts en cette période de rentrée scolaire où l'activité démarre sa haute saison. On suit cet élément. Des tissus de toutes sortes, étalés sur des tables ou enroulés autour de rouleaux de bois. Dans les échoppes du marché du Kaolé à Djamé, en plein cœur d'Abidjan, le décor est quasiment le même. Chaque jour, dès les premières heures de la matinée, les commerçants, propriétaires ou gérants de ces magasins ouvrent leurs portes. La journée de travail étant prête à démarrer, spécialistes dans la vente de tissus importés et locaux qui en cette période de rentrée scolaire a fait le plan de stock de marchandises et en particulier de tissus pour tenues scolaires. À cette période, les chiffres de vente grimpent et ce rythme sera maintenu jusqu'au mois de décembre avec les fêtes de fin d'année. Vraiment, c'est bon. Avant, ça dépend. Quand c'est la rentrée scolaire, là, c'est période de tissus, de tenues scolaires, là ça bouge un peu. Par jour, chacun peut vendre 40 000, 50 000, 60 000. Bon, mais actuellement, vous savez là, souvent même pour vendre 5 000, même c'est difficile. Voilà, franchement, même pour vendre 5 000, c'est difficile. Ce business, il y est rentré de manière héréditaire. Fils de commerçant de tissu, c'est aux côtés de son père qu'il a appris ce métier qui lui permet aujourd'hui de s'assumer sur le plan social. D'autres, par contre, ont choisi d'explorer ce secteur d'activité après en avoir discerné la rentabilité à l'instar de Mamadou étudiant qui, face au manque de moyens financiers, s'est investi dans la vente de tissus dans ce marché, véritable carrefour commercial à Abidjan. Et cela lui réussit plutôt bien. Même s'il n'est pas toujours évident de satisfaire les attentes des parents, notamment en matière de prix, les vendeurs de tissus du marché du Kaolé développent chacun des techniques de vente pertinentes qui leur permettent de convaincre le client, même le plus réfractaire. Comme toute activité génératrice de revenus, la vente de tissus constitue une alternative crédible dans l'aboutissement des objectifs de réduction de la pauvreté. À présent, suivons ensemble les cours de l'actualité de francs CFA à l'international. Voilà, c'est tout. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre journal sur 2UFTV. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.